parce qu'il y a un ravageur qui s'appelle la méligette. En fait, il est ravageur avant la floraison, mais auxiliaire après la floraison. Où on a semé la févrole il y a déjà maintenant une semaine et demie. Ça germe les amis. Regardez-moi ça, un trou de blaireau. Mais vous avez vu toute la terre que ça déplace? C'est pas un blaireau le machin, c'est une pelleteuse, c'est pas possible. Voilà, on l'a baissé, hein. Ouais. Merde. Ouais, ça a l'air de gratter, hein. Ah oui, ça gratte mieux quand même. Bon bah impec, c'est parti pour 17 hectares. Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui nous sommes le 21 mars et comme vous avez vu j'entreprends les travaux de sol pour semer le maïs. Donc oui, dans ma précédente vidéo j'avais dit qu'on avait fini de semer les cultures de printemps, mais non, j'ai parlé trop vite, j'ai oublié de parler du maïs. Forcément oui, aussi on a du maïs à semer. J'en ai pas parlé parce que ça sème bien plus tard, on va le semer aux alentours de mi-avril, mais on commence déjà à préparer le sol. Donc cette année on a 25 hectares de maïs à semer, une parcelle de 17, une parcelle de 3 et une parcelle de 5 hectares. Pourquoi on sème plus tard le maïs et pourquoi on commence à travailler le sol dès maintenant? Tout simplement parce que le maïs est une culture exigeante en termes de température. Voilà, ça a besoin de chaleur. S'il fait trop frais, le maïs va végéter, après il va mettre du temps à se développer, il va se faire attaquer par les maladies, des ravageurs, etc. Donc ça a besoin de chaleur. Donc on commence tout de suite à préparer le sol, à l'ouvrir comme je suis en train de faire avec le déchaumeur à dents, tout simplement pour que celui-ci réchauffe. Là, la terre est assez froide en profondeur, etc. De l'ouvrir, l'air va pouvoir circuler, le réchauffer, il va prendre le soleil, etc. Comme ça, on aura un lit de semences qui sera bien chaud pour le maïs. Donc, on s'est donné la date avec mon père de pas semer le maïs avant le 15 avril. D'où l'importance qu'il y ait le maximum de conditions de chaleur pour que le maïs se développe rapidement. Surtout qu'on a choisi des variétés de maïs assez tardives parce que ce sont des variétés qui donnent forcément du rendement. Comme elles sont tardives, elles mettent du temps à se développer. Donc voilà, d'où l'intérêt de mettre le maximum de chances de notre côté pour que le maïs aille vite. Donc c'est pour ça qu'on commence à préparer le sol un mois avant. Là ça y est, on est sorti de l'hiver, ils annoncent que du beau temps, de la chaleur, etc. Donc c'est le moment de faire ça. Et là vous avez vu que ce matin, on a réglé tout ça, tout ce peigne là. Donc en fait ça c'est de la fabrication maison, ça n'existait pas, il n'y avait pas de peigne avant. Pourquoi on a ajouté un peigne? Parce que les dents en fait ça a créé d'assez gros sillons après et quand on passe avec le semoir ou d'autres outils c'est un peu chiant, enfin ça nivelle pas très bien. Du coup mon père a fabriqué tout système de peigne pour venir recouvrir un peu les sillons, etc. que ça fasse un truc un peu nivelé quoi. Et là le problème qu'on avait c'était qu'en fait les trous précédents étaient un peu trop hauts, ce qui faisait que le peigne touchait à peine le sol. Donc là on a repercé des trous un peu plus bas pour rabaisser tout le peigne et que ça frotte correctement. Et j'ai aussi oublié de dire qu'on a 12 hectares et demi de maïs chez un client aussi, donc ça on va s'en occuper de A à Z. Donc cette année ça va faire pas mal de maïs pour finir. Donc voilà, vous avez tout le programme. En tout cas mettez le pouce bleu, allez vous abonner et je vous souhaite une bonne vidéo. Il y a mon père qui vient d'arriver là, il a été dans la parcelle de blé juste à côté, il vient de ramener une poignée de blé à mon avis, il a été regarder le stade, il va y avoir des interventions à faire, ça a dû pas mal évoluer depuis la dernière fois. Ouais, et puis là tu as le plateau de talage et là on a puis 1 centimètre, on n'est pas encore au premier nœud tout à fait. C'est juste pas ça le premier nœud? Non, en fait tu as l'impression que c'est le premier nœud parce que c'est boursouflé au niveau de la formation de l'épi. Mais c'est-à-dire que tu l'auras toujours cette boursouflure au niveau de l'épi. Forcément, il y a un moment, il va détacher, il va faire un nœud, mais ça sera plus haut. Hein. Bon les amis, je viens de commencer les fourrières là, et j'arrive dans un endroit assez critique, je vous montre.
Donc ici c'est là où on avait épandu le fumier avant de détruire le couvert végétal. Donc il y avait un tas de fumier ici. Et forcément quand on avait épandu le fumier, bah, on a tout esquinté avec le télescope et tout ça. Il y a des ornières donc je vais essayer de reboucher ça avec mon déchômeur forcément. Mais je pense que ça va le faire. Je vais me faire secouer la tronche là. Bon, j'espère que je vais réussir à le faire, sinon on va prendre ça de plusieurs sens. Bon les amis, ce matin on reprend le travail, enfin ce matin, il est déjà midi. En fait j'ai rien fait ce matin, on va commencer qu'à travailler cet après-midi. Ce matin j'étais à la chambre d'agriculture pour mes rendez-vous au projet installation. Donc tout ça, ça suit son cours, ça avance, etc. Certainement que je vous ferai une vidéo par rapport à ça, à ce sujet-là, sur l'installation. Comment se passe une démarche installation, les difficultés qu'on peut rencontrer, de ça. Peut-être que ça peut vous intéresser pour se rendre compte de la réalité de la chose. Pour l'instant ça suit son cours. C'est des démarches qui prennent beaucoup de temps, donc je vous ferai une vidéo complète, bilan, quand tout ça sera fini et que je serai installé forcément. Donc là, on va commencer par faire le plein de fuel parce que il y a le voyant réserve les amis. Et hop là, nous voilà arrivés dans une parcelle de 3 hectares et juste derrière 5 hectares. Donc les 5 hectares c'est pour un client, là c'est pour nous. Et ça va être maïs sur maïs. On fait 2 années de suite de maïs. Enfin là ça va être la 3e année pour ce champ de 3 hectares et la 2e année pour le champ de 5 hectares pour se débarrasser du raiggras. Comme je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, faire des cultures de printemps casse le cycle du raiggras. On peut utiliser des produits phyto qui vont être efficaces contre ce raiggras quand on met une culture de maïs. Et là j'ai juste à traverser la route et on arrive dans la parcelle de 18 hectares et demi où on a semé la févrole il y a déjà maintenant 1 semaine et demie. Donc on va regarder si ça commence à germer. Ça a resséché le sol en surface, hein. Mais bon, dès qu'on creuse, on retrouve de la fraîcheur. Non, il a pas semé le semoir. Ça germe les amis. Vous voyez que là, c'est sec, mais le grain où il est enterré, il est dans le frais. Et du coup, ça commence à germer sérieusement, quoi. Il a de la flotte. C'est impeccable. Donc vous voyez, ça commence déjà à germer. La moutarde. La moutarde qui regemme. Ouais. Oui, il y a de la moutarde qui regemme dans du couvert. Mathieu, le technicien de chez Terrenovia, quand on avait détruit le couvert, nous a dit qu'on avait détruit un peu tard, que la moutarde pouvait venir à graines et que ça pouvait être un peu embêtant après pour la culture. Vous voyez, ça germe. Mais bon, pas de souci par rapport à ça. Il y a un désherbage qui a été fait post-semis, donc normalement le produit devrait agir dans quelques jours. Vous voyez que la graine est assez profonde quand même. Il y a long de tige, donc le produit a été fait sur sol nu. Donc le temps que le produit descende un peu en profondeur, toucher la plante, donc forcément la moutarde va mettre un peu de temps avant de disparaître. Bon allez, c'est parti, on commence à travailler. I'm sorry. I don't want to be an emperor. Bon les amis, j'ai fini de déchaumer. Donc là, avant de rentrer à la maison avec mon père, on fait un petit tour de plaine, un peu un tour des champs, voir les interventions qu'il va y avoir à faire parce que on est à un moment clé. Là, il fait chaud, il fait beau, la végétation reprend, ça va très très vite. Du coup, nous aussi, il faut qu'on aille vite à suivre tout ça. Donc là, on est dans le colza et c'est un moment un peu ambivalent parce qu'il y a un ravageur qui s'appelle la méligette, qui n'est pas que un ravageur, qui est aussi un auxiliaire. En fait, il est ravageur avant la floraison, mais auxiliaire après la floraison. Là, j'ai fait secouer, j'ai fait tomber les insectes dans ma main. Vous voyez, c'est ces insectes-là. Donc, les méligettes, en fait, vont venir sur les boutons floraux avant la floraison et vont venir avorter la floraison, vont venir manger l'intérieur des boutons floraux. Donc, ça peut être embêtant. Mais bon, une fois que la plante a fleuri et qu'il y a les fleurs, les méligettes vont venir se positionner sur les fleurs et au contraire, aider à la pollinisation du colza. Donc, est-ce qu'il faut traiter ou pas traiter? Donc, on dit que le seuil, c'est quand on voit entre 8 et 10 méligettes par bouton floraux et qu'on n'est pas encore au moment de la floraison. Là, il faut venir intervenir avec un insecticide pour éviter que les méligettes avortent tous les boutons floraux. Mais on dit qu'une fois qu'il y a plus de 10% des pieds de colza qui ont fleuri, c'est plus nécessaire d'aller traiter parce que tout simplement les méligettes vont aller se positionner sur les fleurs au lieu des boutons floraux. Elles vont tout simplement préférer les fleurs. Et donc là on est venu voir est-ce qu'il est nécessaire d'intervenir. Donc voilà, c'est un moment un peu ambivalent. Je vous avoue qu'il y a quand même pas mal de méligettes. On n'est pas à 8-9 méligettes, on est plus entre 4 et 5. Et on voit surtout que les méligettes vont essentiellement aller se positionner
sur les fleurs. Je vous avoue que si on était une semaine en arrière, qu'il n'y avait pas encore de floraison et qu'il y avait autant de méligettes, là peut-être qu'on aurait déclenché un insecticide. Mais là je pense que c'est pas nécessaire. Donc voilà tout l'intérêt de se déplacer dans le champ, d'aller beaucoup observer pour éviter de traiter, de réduire notre impact phytosanitaire de par l'observation. Aussi c'est aussi des économies d'argent. Avant tout on est une entreprise. Faire un coup de pulvé en moins vu le prix du GNR en ce moment et puis économiser un phyto aussi. Voilà, avec mon père on hésitait tous les deux. Moi j'étais contre, lui pour. On est venu observer et on s'est dit tous les deux oui non, c'est pas nécessaire de venir mettre un insecticide. Il y en a beaucoup plus hein. Ouais. Vous voyez, il y en a beaucoup plus sur les fleurs que sur les boutons floraux. Bon les amis, cette fois-ci nous voilà arrivés dans du blé. Donc là on est dans une parcelle de Gilbert. Donc Gilbert c'est un éleveur voisin chez qui on fait l'ensilage, etc. Donc ici il y a juste un désherbage de printemps qui commence à faire effet, vous voyez. Là typiquement il y a un écart de traceur où forcément beaucoup de mauvaises herbes ont poussé. Et vous voyez que ça jaunit, etc. Ça c'est du pâturin. Le désherbage a marché, a fonctionné. Ici on a apporté que 50 unités d'azote en liquide. Et là on vient voir, le blé commence quand même à jaunir. Il aurait besoin d'un second apport. Après il jaunit pas, enfin quand je dis jaunit, le blé en aurait besoin, il commence un peu à changer de couleur, mais il n'est pas non plus jaune de manque de vraie fin d'azote quoi. Les autres années ici il y avait quand même pas mal de lisier d'apporter. Donc bon, c'est pas non plus urgent. Mais faut savoir que dès qu'ils annoncent de la pluie, c'est notre priorité de venir ici et prendre de l'azote. Non, il est bien le blé là. Bon, ce matin les amis, on va aller faire un désherbage sur 20 hectares de blé avant de commencer à reprendre le travail de déchômage. Et hier, les réparateurs sont venus réparer le pneu du 826. Ils ont tout réparé ça. Il y avait aussi le pneu de la batteuse. En fait, ça faisait 2 ans qu'il perdait un peu. Donc on a demandé au gars de regarder. Et en fait, c'était ici dans le crampon. À l'intérieur du crampon, on voyait rien. Il y avait une grande tige en métal qui était plantée dedans. Donc c'était normal que ça perde. Donc le gars a creusé le crampon, a réparé, etc. Donc c'est impeccable. Et tant qu'on y est, dis-moi Marc, pourquoi ce tracteur a les pneus de monter à l'envers? Et d'ailleurs sur cette ferme, ce n'est pas le seul tracteur qui est chaussé de cette façon. L'explication est simple. Étant donné que nous sommes en France, nous roulons à droite. Forcément, la roue droite sera en permanence dans la berne, dans les fossés, etc. Cela va impliquer une usure prématurée de la roue droite. Au bout de plusieurs années, lorsque la roue droite sera beaucoup plus usée que la roue gauche, nous intervertissons la roue droite avec la roue gauche pour que tout simplement la roue gauche rattrape l'usure de la roue droite. C'est pour cela que les tracteurs de cette ferme ont les pneus à l'envers. Bon, nous voici arrivés chez notre client. Donc là, une parcelle de 3 hectares, une parcelle de 10 hectares derrière. Et voilà, il n'y a plus qu'à se lancer donc pour ouvrir le sol, réchauffer la terre, etc., etc. Mon petit frère est venu avec la voiture pour faire du drone. Ça y est, il a eu 18 ans la semaine dernière. Donc il n'y a plus besoin de le balader pour l'emmener faire du drone. Allez, c'est parti. Bon, je m'arrête, ça va être pause déjeuner. J'éteins le tracteur pour l'occasion. Donc oui, là j'ai emmené les sandwichs aujourd'hui parce que je suis chez un client qui est à 25 km de la ferme. Donc là comme j'ai 13 hectares à faire, ça va m'occuper 5 minutes. Donc là il fait super beau, il n'y a plus qu'à se poser pour manger. Une des raisons pour laquelle j'adore ce métier. Voilà, j'ai pas plus de mots à dire. Qui peut s'asseoir à ma table là et dire que j'ai des meilleures pauses déj que toi? Personne, personne. Il n'y a pas un seul bruit. Mais là, c'est tellement apaisant. Ouais, bon app les amis. Bon allez, en attendant le chantier, il avance pas. Après avoir pris le soleil 5 minutes, on replie tout et on repart. Et la fabrication de cette caisse, c'est vraiment 200 IQ. C'est tellement pratique. Et ça vraiment bien, surtout quand on fait les semis quoi. Quand on emmène des sacs de semences, typiquement quand on vient ici à 25 km de la ferme et qu'on peut pas embarquer toutes les semences dans le semoir, on blinde la masse de tous les sacs de semences et on arrive à tout embarquer quoi. J'emmène le thermos de café avec moi.
Ça, c'est vraiment bien. Il y en a un parmi vous dans les commentaires. Je me demandais quand est-ce que quelqu'un l'a remarqué. Peut-être qu'il y en a qui ont remarqué mais qui l'ont tout simplement pas posé la question. Mais il y en a un qui a posé la question, c'est la première fois qu'on me la pose. Pourquoi je démarre toujours le 830 debout et pas assis sur le siège? Tout simplement parce que si je suis assis sur le siège, en fait le 830 va caler. Il va caler au moins une fois sur deux et surtout quand il est froid. Donc on avait demandé au mécano de chez Classe et apparemment il peut y avoir un défaut électronique, un mauvais contact au niveau du siège qui fait que si je le démarre assis, en fait ça va le faire caler. Alors que si on le démarre debout, il démarre bien et une fois qu'on s'assoit, on entend le moteur faire un petit à-coup mais il s'éteint pas. Donc voilà, il y a un petit problème électronique, enfin c'est pas bien méchant. Si sur mon tracteur c'est le seul problème que j'ai pas à me plaindre, vraiment ouais, il y a une bagarre de marque, Massey c'est mieux, Fenn c'est mieux, ça tombe pas en panne, ça tombe en panne. Moi j'ai jamais eu de problème avec mon tracteur, jamais. De toute façon, peu importe la marque, peu importe les tracteurs, ils ont tous des défauts et des qualités. Une marque de tracteur va pas tomber plus en panne qu'une autre. Ça reste de la mécanique, parfois la mécanique, voilà, il y a des problèmes. C'est bien ce genre de vidéo, comme je fais que des chômés, je vais pas vous montrer que des images de déchômage quoi. Ça me permet de discuter pas mal avec vous, d'échanger de certains points que je n'aborde pas dans les autres vidéos parce que si je les abordais ça ferait des vidéos bien trop longues. Du coup j'en profite, toutes ces petites vidéos comme ça où j'ai juste un coup de déchômeur à faire pour parler énormément avec vous et je trouve ça sympa. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions. Et aussi oui, un truc que je veux répondre ici en vidéo, ça j'y pense. Il y en a beaucoup qui me disent ouais Marc, l'agriculture de conservation t'en es loin là. Oui, j'ai déjà dit plein de fois, j'en suis loin, je le sais. Comme je l'ai dit plein de fois, je suis Marc vers l'agriculture de conservation, je suis en direction de cette agriculture. Je n'y suis pas encore arrivé, c'est un objectif que je veux me fixer. Il y a plusieurs facteurs limitants qui me permettent de ne pas y arriver encore aujourd'hui. De 1, on n'est pas du tout équipé pour pratiquer de la vraie agriculture de conservation sur la ferme. Voilà, on n'est pas équipé de semoirs à semis direct, tout un tas d'autres de matos qui seraient nécessaires pour pratiquer l'agriculture de conservation à 100%. De 2, quand je serai installé, là ce sera beaucoup plus facile pour moi, je pourrais prendre mes aises, plus de décisions tout seul. Et troisième facteur, une transition à la CS, ça peut prendre 5 ans comme ça peut prendre 15-20 ans. Chaque secteur est différent, chaque région ont leurs particularités qui font que on essaye, on tombe sur un échec, du coup on essaye autre chose, on retombe sur un échec, ça va plus ou moins vite quoi, on est un peu tout seul là-dedans. Bon, il y a eu Mathieu de Terrinovia qui était venu m'aider, donc il y a quand même des partenaires qui peuvent nous aider au quotidien, mais voilà, du fait que chaque contexte est très particulier, on peut pas se lancer de manière dogmatique dans quelque chose en disant semi-direct, alors que par exemple le semi-direct peut ne pas marcher chez moi. Faut trouver des solutions alternatives pour pratiquer le semi-direct, des choses comme ça, enfin voilà, c'est fait par beaucoup de recherches, d'essais, d'expérimentation qui prennent forcément du temps. Ça, les cultures, on les sème pas et on les récolte pas tous les mois quoi. C'est annuel, ça se fait sur une période d'1 an. Donc à partir du moment qu'on sème et qu'on a la récolte et pour faire un bilan de ce qu'on a essayé, il s'est passé 1 an. Donc après pour essayer autre chose, il y a encore 1 an. Donc c'est long. Donc les amis, ceux qui disent ouais j'en suis loin de l'agriculture de conservation, j'en suis au courant et j'ai jamais eu la prétention de dire que je pratiquais une agriculture de conservation à 100% ici. Et déjà j'essaye de faire ce qu'on appelle du TCS, technique culturelle simplifiée, d'avoir un moins gros impact sur mon sol. Déjà il n'y a plus de labour sur la ferme, on a réussi à s'en passer. On se passe de pas mal de produits phyto, on essaie de faire de l'impasse sur certains produits phyto en activant des leviers agronomiques. Donc l'agronomie nous remplace la chimie. Donc voilà quoi, un peu de patience, ça va venir, je vais vous faire, ça fait au moins 6 mois que je vous dis ça, je vais vous faire un format Parlons Agronomie où je vais expliquer en détail qu'est-ce que l'agriculture de conservation, du moins mon point de vue, parce que là aussi à l'intérieur de ça, il y a plein de gens, il y a des puristes, il y a plein de gens qui ne sont pas forcément d'accord entre eux, déjà entre agriculteurs, en se disant l'agriculture de conservation c'est ça ou ça ou ça. C'est déjà compliqué au sein même des agriculteurs. Donc voilà, ce sera mon point de vue. Il faut que je m'y penche. Pourquoi j'ai toujours pas fait? Parce que c'est du travail. Les formats Parlons Agronomie, c'est énormément d'heures d'écriture, de recherche. Forcément, quand je dis des choses comme ça, faut que je vérifie mon information, je veux pas dire n'importe quoi. Donc quand je trouverai le temps, je vous la fais. Je m'arrête 30 secondes là pour vous montrer un truc, parce que j'ai jamais vu ça. Regardez, on est en plein milieu du champ là, et regardez-moi ça, un trou de blaireau. Enfin, un trou de blaireau, j'en ai déjà vu hein. En général, en fait, moi je suis surtout habitué à les voir autour des champs. Normalement, voilà, c'est au bord des haies, c'est autour des champs, j'en vois plein. Mais par contre, c'est la première fois que je vois ça en plein milieu du champ. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont me dire que c'est tout à fait normal, que ça arrive très souvent. Enfin, moi en tout cas, c'est la première fois que je vois ça. Mais bon, des trous de blaireau, ça fait au moins 3 ans que j'en vois de plus en plus. Avant, sur tous les champs dont je m'occupais sur la ferme et chez les clients, je voyais maximum 2-3 trous de blaireau sur l'ensemble des champs. Maintenant, c'est simple, dans quasiment chaque champ, il y a des trous de blaireau partout. Je vais aller vous en montrer un là-bas au bord de haie qui est
impressionnant. Vous verrez la terre que ça a déplacée. Ça nous détruit pas trop les cultures, enfin je crois, hein. Peut-être que j'ai peu de connaissances, je crois pas qu'on ait des problèmes de blaireau. C'est pas un nuisible comme un sanglier où là c'est vraiment problématique le sanglier. Je vais aller vous montrer maintenant l'autre trou de blaireau, vous allez voir, c'est pas la même. Hop. Alors lui ça va faire 3 ans qu'il a apparu dans le champ, donc au bord de haie. Moi je suis habitué à voir les trous de bord de haie, regardez. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais vous avez vu la terre que ça a déplacé? Normalement le niveau est ici. Donc là, il y a un trou ici, il y en a un autre là, un autre là, enfin là je dénombre 3 trous. Mais vous avez vu toute la terre que ça déplace? C'est pas un blaireau le machin, c'est une pelleteuse, c'est pas possible. Non mais c'est complètement dingue la puissance de la bestiole. Moi je suis assez impressionné, c'est une petite bestiole mais... Donc voilà, petite anecdote. Ah si, puis attendez, un 4e ici que j'ai pas vu non plus. Il doit pas être tout seul là ici, à mon avis ils sont plusieurs. Enfin, j'ai aucune connaissance en chasse, je suis pas du tout chasseur, ça se trouve je raconte des grosses conneries. Les chasseurs, mettez-moi en commentaire vos connaissances, ça m'intéresse. Bon, trêve de blabla, on reprend. Bon, je m'arrête encore 2 minutes pour vous montrer un truc que je vous avais déjà montré dans des vidéos, mais il y a déjà 1 an, donc on était quand même moins nombreux sur cette chaîne, donc je viens remontrer. Et surtout que bah, ça a énormément évolué par rapport à l'année dernière. Donc ici, c'est pour parler de trous de marnière. Là, mon copain, il y a un cratère. Donc les trous de marnière, je la fais très rapide. Donc c'est des galeries qui ont été créées sous terre pour retirer la marne, la craie, pour exporter ça pour les industries, bref. Et ces galeries parfois s'effondrent. Sauf que là, mais regardez-moi la taille du machin. L'année dernière, elle était pas du tout aussi grosse. Hein. C'est dingue. Bon les amis, là je suis en train d'effectuer mon dernier tour, donc j'aurai fini de déchaumer tous les champs dans lesquels on va semer le maïs. Le sol va avoir le temps de se réchauffer pour semer dans 1 mois, donc tout est impeccable quoi. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous, c'est sympa un peu ce genre de vidéo où je montre moins d'images de tracteurs et je parle un peu plus. Bon il y en a, ils vont pas trop aimer, ils préfèrent les belles images. Mais ça change un peu d'habitude. Donc voilà, c'est une fin de vidéo pour nous, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas d'aller mettre un pouce bleu, d'aller vous abonner, et moi je vous dis à dans une prochaine.